écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fazia. Hadja Messaoudi, bonjour. Journée nationale du Shahid de ce 18 février. Le président de la République rend hommage au sacrifice des héros de la Révolution nationale et renouvelle son engagement pour l'édification d'une Algérie unie et prospère. 18 février 1957, un tournant majeur dans la guerre de libération nationale, une victoire diplomatique du FLN qui a propulsé la question algérienne sur la scène internationale. L'Algérie, dans l'œil du cyclone, mène un combat permanent contre les manœuvres des cabinets noirs et la manipulation médiatique. Le climat des affaires en Algérie séduit les investisseurs. Plus de 700 projets d'un montant de 889 milliards de dinars enregistrés par l'API en 2025. Le délai fixé pour le retrait des forces sionistes du Sud-Liban a expiré ce matin. L'occupant maintient toutefois ses troupes dans 5 points stratégiques. Sport football, début ce mardi de la 17e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Et en cyclisme, 10e et dernière étape du Tour d'Algérie ce mardi entre Ouargla et Hassi Messoud. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Rendez-vous avec l'histoire ce 18 février, journée nationale du Shahid, une commémoration qui intervient dans un contexte où l'édification d'une nouvelle république solide de par ses institutions se poursuit. Dans un message aux Algériens, le président de la République souligne l'importance de préserver les valeurs de la Révolution et d'engager l'Algérie sur la voie du développement tout en honorant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie. La synthèse du message avec Lias Terrini. Le chef de l'État a insisté sur l'importance du devoir de mémoire et de fidélité envers ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance. Il a rappelé que la colonisation avait tenté par la force et la spoliation d'effacer l'identité du peuple algérien, mais que celui-ci, animé par un attachement inébranlable à la liberté et à la dignité, avait su résister. Le président a souligné que la révolution algérienne a été le fruit d'une lutte acharnée et d'une détermination sans faille jusqu'à la victoire. Il a rendu hommage à la bravoure des moudjahidines qui ont fait face aux épreuves avec courage, faisant basculer le rapport de force en faveur du peuple algérien. Il a affirmé que aujourd'hui, alors que l'Algérie poursuit sa marche vers le progrès, l'esprit de la révolution reste une source d'inspiration. Le pays, selon le président de la République, est sur la voie de l'émergence et la jeunesse algérienne a un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Il a appelé à la mobilisation de toutes les forces vives pour relever les défis économiques, politiques et sociaux du pays. En concluant son message, le président a réaffirmé sa confiance en l'avenir et en la capacité des Algériens à bâtir un pays fort et prospère. Et cette journée est également l'occasion de revenir sur les étapes clés de la guerre de libération nationale, de rappeler les sacrifices des Chouhada et de sensibiliser les jeunes quant à l'importance de préserver la souveraineté et l'unité du pays. Sami Alloun. Transmettre l'histoire et la mémoire aux nouvelles générations grâce à des outils innovants qui exploitent les possibilités offertes par les nouvelles technologies, c'est au sein de l'écosystème start-up que des idées sont développées en ce sens, prenant parfois la forme d'un jeu vidéo en étant projetées dans un environnement reconstitué au détail près, préservant toute authenticité. Mohamed Harif, fondateur et gérant associé de la start-up Capsule Corp. Le ministère des Moudjahidines nous a confié une tâche qui se résume à la réalisation d'un jeu vidéo. Bien sûr, tout ce qui est relaté dans le jeu est tiré d'histoires réelles. Nous devons respecter les lieux, les dates précises. Le but essentiel de ce jeu, c'est d'inculquer sur le long terme une pédagogie historique à cette nouvelle génération. Une pédagogie qui ne s'arrête pas qu'aux jeux vidéo. La réalité augmentée et virtuelle sert également à donner aux nouvelles générations une alternative aux concepts et méthodes utilisés pour l'apprentissage de l'histoire. Nasreddin Laïb, fondateur de la start-up Isra Media, spécialisée dans les TIC et les arts graphiques. Isra Media a participé au colloque sur une nouvelle méthode d'enseignement de l'histoire. La première interview virtuelle entre un journaliste et un shahid. C'était le petit Omar, Allah yarhamou. On l'a modélisé dans un hologramme. On voulait montrer comment on peut enseigner d'une nouvelle manière en employant une nouvelle technologie. La technologie aujourd'hui permet aux plus jeunes d'apprendre l'histoire avec des supports plus interactifs qui favorisent la compréhension et la préservation de la mémoire de l'histoire tout en apprenant davantage sur les héros qui ont donné leur vie pour l'Algérie. Et retour à présent sur ce 18 février 1957, un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. Ce jour-là, la question algérienne passe du champ du conflit militaire à celui de droit international grâce à une diplomatie à toute épreuve. Hanan Saïsi.
La résolution 1012 relative aux droits du peuple algérien à l'autodétermination est publiée le 18 février 1957 au niveau de l'ONU. Cet exploit réalisé par les jeunes diplomates algériens est une défaite pour la France coloniale. Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique auprès des Nations Unies. C'était un gros revers sur le plan diplomatique d'un pays qui se considérait comme étant une puissance coloniale. Et donc, par conséquent, ce revers-là a démontré clairement que ce n'était pas une question purement interne à la France, mais c'était une question d'autodétermination et c'était une question d'indépendance. C'est une diplomatie de proximité que l'Algérie menait dans l'espace international. La diplomatie algérienne a gagné ces espaces-là. Le génie algérien inscrit un autre point dans la guerre psychologique contre le colonialisme. La diplomatie algérienne de 1954 à 1962 faisait ce qu'on appelle du lobbying au sens opérationnel et pratique du terme pour pouvoir faire soutenir la cause algérienne, mais également sur le plan psychologique, sur le plan des idées, de faire disparaître du conscient international cette notion d'Algérie française. C'est comme cela que les diplomates algériens du FLN se déployaient à travers notamment des Nations Unies. Fidèle au serment des vaillants martyrs, la diplomatie algérienne demeure immuable quant aux nobles principes de la décolonisation et des causes justes, inscrits en lettres d'or dans la mémoire nationale. Les crimes de la France coloniale, l'indemnisation des victimes et le devoir de mémoire, entre autres questions qui seront abordées dans l'invité du jour. Nariman Mendil reçoit ce matin Bouchalfa Amazit, écrivain, spécialiste de l'histoire de l'Algérie, et c'est à partir de 8h15. Les efforts du président Tebboune dans le succès du MAEP, mis en avant par les dirigeants africains au lendemain du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Ils ont également félicité son leadership et son engagement constant dans le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent. Le chef de la diplomatie algérienne est à Maputo en tant qu'envoyé spécial du chef de l'État, une visite officielle au cours de laquelle Ahmed Attaf sera reçu par le président mozambicain Daniel Francisco Chapo. Dans l'ombre des réseaux numériques, une guerre médiatique multiforme cible l'Algérie. Dans un commentaire, l'APS affirme que des rapports révèlent l'existence de cabinets noirs dont la mission est de manipuler l'opinion publique à l'échelle mondiale. Linda Bouadma. L'APS nous apprend, et selon des rapports bien documentés, qu'il existe de nombreux cabinets noirs à travers le monde dont la mission est de diaboliser l'Algérie et ses institutions en utilisant l'intelligence artificielle et en pratiquant la désinformation et le mensonge. L'Algérie combat ces agissements grâce à des professionnels algériens en utilisant une technologie de pointe. Selon ces rapports, cette guerre médiatique orchestrée depuis plusieurs capitales étrangères grâce à des fonds étatiques et à la manipulation des moteurs de recherche et des algorithmes en mettant à contribution des armées de journalistes opérant à partir du Maroc et de la France, ainsi que d'autres pays chevronnés dans ces pratiques. Leur seul sujet est l'Algérie. Il est de notoriété publique que des dizaines de cabinets noirs agissant au niveau des chaînes de télévision et journaux des pays du Golfe et d'Europe, soumis au lobby français, associés au Marzen marocain, corrompent ces journalistes en contrepartie de servir leurs agendas et distiller un discours hostile à l'Algérie. Le ministre de la Communication, dans sa sortie médiatique la semaine dernière, et qui a évoqué une armée de 9000 journalistes mobilisés pour ternir l'image de l'Algérie à travers la presse conventionnelle et sur les réseaux sociaux, est basé sur des données vérifiées. L'objectif du ministre de la Communication est de tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde les Algériens contre ceux qui se trament contre leur pays dans ces laboratoires obscurs, conclut l'APS. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement a connu un début d'année prometteur avec plus de 700 projets d'investissement enregistrés, dont 11 à capitaux étrangers, ce qui représente un montant de 889 milliards de dinars, des chiffres communiqués hier lors d'une conférence co-organisée par l'API et la représentation de l'Union européenne en Algérie. L'occasion de mettre en avant l'importance des zones économiques spéciales pour booster l'investissement. Ebti Al-Adoun. Orientées vers l'exportation, ces zones offrent un environnement favorable aux investisseurs, dont notamment des procédures souples et des services logistiques, technologiques et financiers de qualité. Omar Kesh, directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. L'API cherche plus de visibilité en amélioration du climat des affaires en Algérie, plus de visibilité à l'international. Plusieurs sociétés qui ont été rencontrées dans plusieurs missions ont fait déjà un déplacement à Alger
pour entamer les procédures de leurs installations et nous espérons aussi augmenter le nombre des idiots. Les zones économiques spéciales sont un véritable levier de développement dans plusieurs pays. L'enjeu pour l'Algérie est d'adopter les meilleures pratiques internationales et de structurer ces zones pour favoriser la compétitivité et stimuler l'économie nationale. Samir Darraji, directeur général du commerce extérieur. Elles peuvent être des zones à spécialité technologique, médicale, pharmaceutique, etc. Et elles sont économiques. Et donc, il y a de l'investissement à l'intérieur. Et elles peuvent être dans une enclave, elles peuvent être dans un quartier. Et il devient une zone spéciale économique. Et la réflexion, certainement, va aller, est-ce que nous allons transformer les zones franches vers des zones économiques spéciales ou créer d'autres zones? En intégrant pleinement les zones économiques spéciales dans sa stratégie économique, l'Algérie veut poser les bases d'un environnement propice aux investissements et à la création d'emplois. Le ministre des Transports a sétif pour inspecter nombre de projets relevant de son secteur, dont les lignes ferroviaires Al-Qala-Mrnia et Alger-Tamanrasset. Des projets qui avancent à un rythme soutenu selon le ministre Saïd Sayoud. Il est au micro de Mohamed Farouk, notre correspondant permanent à Sétif. Le tronçon de Sétif de 218 km, les travaux pratiquement sont achevés, donc il reste la signalisation ainsi que le traitement aussi des passages à niveau. Pour le reste, les travaux sont en cours. Il y a un grand projet aussi que l'Algérie va lancer, que le président de la République insiste. Il a dit tout d'abord lors de sa dernière déclaration au niveau du Conseil des ministres qu'en 2027, on va dépasser le Mnia. C'est le grand projet Alger-Tamanrasset. Je dis c'est un projet d'avenir, donc il va pratiquement métamorphoser le pays d'une manière générale sur tout les plans. Une caravane de solidarité destinée aux habitants de Raza a pris le départ hier de la wilaya de N'Ama, initiée par les autorités locales et le Croissant Rouge algérien. Ce convoi se compose de 5 camions de gros tonnage chargés de denrées alimentaires, de produits médicaux, de matelas et de couvertures entre autres. Première escale de la caravane, le Centre national de collecte des aides pour le peuple palestinien, situé dans la zone industrielle de Blida. Et à Raza, justement, les hôpitaux ont perdu 40% de leurs patients souffrant de maladies rénales en raison de la pénurie de fournitures médicales. Le directeur de l'hôpital Shifa, Mohamed Abou Selmia, avertit que l'entité sioniste persiste à perturber le volet humanitaire de l'accord de cessez-le-feu, soulignant la nécessité de fournir aux hôpitaux de l'enclave des médicaments et du matériel médical. Le délai fixé pour le retrait des troupes sionistes du sud du Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah a expiré ce matin. L'entité sioniste confirme le maintien des troupes dans 5 points stratégiques pour surveiller la frontière où elle mène quotidiennement des opérations de dynamitage de bâtiments ainsi que des frappes à travers le pays. L'une d'elles a fait un martyr hier à Saïda, un dirigeant du Hamas, une situation qui alimente l'incertitude et les tensions. Alexandre Aoun, spécialiste des questions internationales, en parle à Lies Terrini. C'est dans tous les esprits des dirigeants libanais, à savoir est-ce qu'ils vont réussir à mettre la pression sur les autorités israéliennes par le biais du comité de surveillance qui regroupe aussi bien les États-Unis que la France. Mais on le voit en fait, Israël mène des frappes dans le sud Liban, même dans le nord. On sait que dans les petits papiers, il y a 5 positions que les Israéliens veulent maintenir dans des villages clés, des collines qui permettent de surplomber, d'avoir une vue stratégique sur les hauteurs du sud Liban. Netanyahou l'a dit que si l'armée libanaise n'arrivait pas à déloger le Hezbollah de toutes ses caches d'armes ou autres, nous le ferons. C'est une manière de faire pression sur l'armée libanaise et également de créer de vives tensions entre le Hezbollah et l'armée libanaise. Donc aujourd'hui, le Hezbollah est défait militairement et pressé politiquement. Première rencontre Marco Rubio et Sergueï Lavrov ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite en prévision du sommet Trump-Poutine. Les deux pays tenteront de relancer une relation au plus bas depuis la guerre en Ukraine et qui sera d'ailleurs au cœur des discussions alors que l'Europe non invitée était en alerte hier. La réunion de Riyad sera principalement consacrée au rétablissement de l'ensemble des relations russo-américaines, a déclaré hier le porte-parole de la présidence russe. Culture, à l'occasion de la journée du Shahid, le Théâtre National rend hommage aux héros de l'indépendance avec la pièce Cri des Lions, une production du Théâtre Régional de Ain Defla. Sidali Fares. Inspirée de faits réels, elle se déroule dans la maison d'un certain monsieur François, d'un père algérien. Une maison qui a été transformée par l'armée coloniale en centre de transmission pour tenter de localiser un centre de commandement de Moudjahidine. Monsieur François était engagé dans la lutte pour la libération du pays de son père, l'Algérie. Le metteur en scène, c'est Ahmed Qara Hassan. J'ai opté pour une mise en scène moderne qu'une mise en salle. Donc j'ai occupé les 2 balcons de la salle comme 2 chambres, une chambre d'opération
génération et l'autre chambre, la chambre où se cachaient les Moudjahidines. Et pas le salon qui servait parfois une maison de torture des Français, qui servait aussi du déroulement des événements. Là où il est là, Moudjahidine, M. François, là où le général fait ses plans sur scène. Le théâtre régional Taïb Chérif Mohamed de Khmis Miliana va présenter à 18h la pièce Cris des lions du metteur en scène Sidi Ahmed Qara au théâtre national Mahiddin Bachtarzi. Sport football avec le début de la 17e journée de Ligue 1. 3 matchs au programme cet après-midi. USM Khanchla, JS Saoura, CS Constantine à Sochlev. Les 2 matchs se joueront à huis clos. Et à 20h, USM Alger, Anse Magra. Et puis Tour d'Algérie de cyclisme. 10e et dernière étape ce mardi. Ça sera entre Ouerguila et Hassim Saoud. 8h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Cédric était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo du jour et c'est avec Hajar Masoudi.